Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 août 2025 et notre ami John Helmer est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, John. Merci de m'accueillir, Nima. John, permettez-moi de commencer par votre nouveau livre. Vous venez de publier un livre en allemand. Voici le livre, et il porte sur Navalny. Oui. Pourriez-vous nous en dire plus? De quoi s'agit-il? Allez-y. Juste rapidement, pour tout le monde, nous allons nous concentrer dans quelques minutes sur toutes les perversions du langage de la guerre. La guerre signifiant la paix. La paix, selon Trump, signifie la guerre. Les enfants et la pédophilie renvoient à Epstein, mais cela ne concerne pas Gaza. Nous allons parler dans un instant de la perversion des mots et de la politique. Voici le dernier, le troisième de la série de livres que j'ai écrit sur le mensonge, le profond mensonge concernant le Novichok. Et celui-ci est écrit en allemand, parce que le mensonge était en allemand. Le mensonge selon lequel Alexei Navalny avait été empoisonné au Novichok, que sa vie avait été sauvée dans une clinique berlinoise, et qu'il avait ensuite été réanimé grâce à la brillante médecine allemande. Et le livre raconte comment le gouvernement allemand a utilisé Navalny et le mensonge du Novichok pour préparer le peuple allemand à la guerre contre la Russie. Sa signification en allemand, le complexe Navalny-Novichok, une chronique d'une mise en scène, d'une falsification, d'une fabrication. C'est le dernier de la série, parce que le deuxième, Vive le Novichok, le poison britannique qui a trompé le monde, portait sur la manière dont le gouvernement britannique avait utilisé le mensonge du Novichok à propos de la Russie pour ouvrir la voie à la guerre, préparer l'opinion publique, dominer les médias avec le récit selon lequel la Russie était maléfique et attaquait sur le territoire britannique. Et la première concernait l'histoire des Skripal, les premières cibles présumées d'une attaque russe sur le sol britannique. Voilà donc de quoi parle le livre. Malheureusement, pour l'instant, il n'existe qu'en allemand, car l'Allemagne est actuellement le centre du réarmement de l'Europe dans une nouvelle guerre contre la Russie, menée par le petit chancelier Friedrich Merz. Mais les crimes de mensonge et de préparation à la guerre ont été commis par Merkel et le directeur du BND, Bruno Kahl. Kahl est toujours à la tête du BND, et le BND, ainsi que le régime Merz, effraie, terrifie et réprime les lecteurs allemands, les écrivains allemands et les médias allemands. Voilà donc pour ceux d'entre nous qui veulent voir la fin de l'histoire du Novichok et du mensonge du Novichok. C'est de cela qu'il s'agit. Le titre du livre se trouve juste en dessous de votre nom. C'est tout. Oui, voilà. Toute personne qui souhaite l'acheter, qui veut accéder à ce livre, peut l'acheter sur Amazon. Très bien. John, laissez-moi commencer par ce qui s'est passé en Russie. La nouvelle attaque de drone contre l'une des raffineries de pétrole russes les plus importantes du Sud. Selon ce que nous avons vu sur les photos satellites, au moins 8 réservoirs ont été endommagés. 6 ont été complètement détruits et 2 partiellement endommagés. Pensez-vous qu'avec le temps, alors que Donald Trump montre une certaine indifférence envers la guerre, au moins, mais que les Européens poussent à sa poursuite et que l'Ukraine fait tout pour maintenir le conflit, ils jettent tout ce qu'ils ont contre la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous que la Russie, qu'un moment Rechnik, vienne à l'esprit des Russes pour répondre? Vous avez dit beaucoup de choses, et tout mérite une réponse. Permettez-moi donc d'y répondre point par point. Il y a eu 2 nouvelles attaques majeures de drones ukrainiens, l'une à Saratov dans le sud et l'autre au nord, à Ust-Luga, le port près de Saint-Pétersbourg, qui visait l'usine de liquéfaction de gaz de Novatek. L'importance de ces attaques réside en premier lieu exactement dans ce que vous avez dit. Il s'agit d'une tentative des Ukrainiens, avec l'aide des Européens et des Américains, qui fournissent le renseignement, le ciblage satellite,
le ciblage des drones et la collecte de renseignements aéroportés nécessaires à la planification de ces attaques de drones. Toutes ces forces, c'est-à-dire les États-Unis, sont toujours présentes, menant la guerre contre la Russie. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est donner l'impression que la Russie est en train de perdre la guerre, qu'il existe des armes révolutionnaires capables de détruire l'offensive russe, afin d'affirmer une apparence de contrôle ou de domination de l'escalade dans la conduite de la guerre. La deuxième partie est plus évidente avec l'attaque contre Novatek. L'attaque contre Novatek est venue de la mer Baltique. Elle n'est pas venue par voie terrestre depuis le territoire ukrainien. Cela représente une distance de plus de 900 km. Et rien n'indique que les Ukrainiens, même s'ils mettent en avant, surtout dans la presse américaine, leur capacité à le faire, l'ont réellement fait. Ce dont il s'agissait, c'était d'une attaque par la mer Baltique. Cela signifie que l'Allemagne, l'Estonie, peut-être la Lettonie, certainement la Finlande et peut-être la Suède ont toutes été impliquées dans l'opération de drones d'attaque ukrainien en mer Baltique. C'est une escalade significative dans la Baltique de la part de ces États ennemis. Et je le répète, la Finlande se transforme en un État belligérant actif. Il ne s'agit pas seulement du président finlandais, Stubb, le partenaire de golf du président Trump, qui s'est présenté à la réunion de la semaine dernière avec Zelensky dans le bureau ovale et les autres Européens. Ce n'est pas seulement Stubb qui apparaît, Stubb le golfeur, l'ami de M. Trump. C'est la Finlande qui agit désormais dans une capacité d'attaque active au sein de l'OTAN. Or, ces deux attaques n'ont absolument aucune importance stratégique ou opérationnelle sur le cours de la guerre. Ce qu'ils cherchent à montrer, c'est que la guerre peut être menée jusqu'à la défaite du camp russe et donner l'impression que l'offensive russe tout au long de la ligne de contact, dans la région de Zaporizhia, au nord, autour de Sumy, autour de Pokrovsk, nous n'avons pas besoin de passer en revue tous les détails des mouvements tactiques, opérationnels et stratégiques des forces russes avançant vers l'ouest. Ce que la carte de ces opérations nous indique, c'est que la Russie est en train de gagner la guerre. Mais essayons de revenir un peu en arrière, car nos collègues dans votre émission parlent souvent des guerres gagnées, des guerres que la Russie a remportées. Vous avez soulevé un point important. Y a-t-il un moment Izium? Y a-t-il une défaite décisive et finale du camp adverse? C'est en effet une question très importante à poser. Nous avons évoqué le moment Izium comme une attaque décisive qui force Oxwork et Meth. Y a-t-il un tel moment maintenant? C'était bien votre question, non? Pour ma part, je pense que le camp russe cherche à gagner du temps. Nous l'avons expliqué la semaine dernière. Nous l'avons expliqué dans le cadre de l'effort du président Poutine en Alaska pour tenter de vérifier, sans plus de flou de la part de personnes comme Witkoff ou Rubio ou d'autres Américains censés rendre compte à Trump, le décideur. Sans plus aucun doute, Trump comprend-il quelle est la stratégie de guerre de la Russie? Comprend-il quels sont les termes de la négociation? Est-il possible de négocier la fin de cette guerre avec Trump sur la base de la sécurité indivisible? C'est-à-dire que l'Ukraine ne peut pas être maintenue comme une plateforme de guerre pour l'avenir. On ne peut pas le permettre. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Plusieurs personnes ont déjà parlé en détail de la longue interview de 54 minutes du ministre des Affaires étrangères Lavrov avec NBC. Il a tout dit. Il l'a très bien dit. Et je reviendrai dans un instant sur quelques points qu'il a évoqués, car ils sont liés au moment d'Izium. Ce que la Russie détient actuellement, c'est un contrôle incontestable de l'escalade. Ce qu'elle a compris des réunions en Alaska avec Trump, c'est que si Trump n'a pas compris ce qu'il a entendu cette fois-ci, il ne comprendra jamais. Jamais.
Maintenant, la question est de savoir combien de temps il faudra à la partie russe pour calculer que, lorsque Trump dit paix, il veut dire guerre. When Trump says peace, he means war. When Trump says, I'm going to change the name of the... Quand Trump dit « Je vais changer le nom du département de la Défense en département de la guerre », quand Madame Trump remet une lettre au président Poutine décrivant le crime d'enlèvement d'enfants, pas exactement, elle ne l'a pas dit dans la lettre, mais l'intention était de dire que le camp russe enlève des enfants d'Ukraine. Quand l'amour des enfants, du côté de la famille Trump, signifie en réalité la pédophilie dans les hautes sphères des États-Unis et d'Israël. Nous pourrons y revenir aussi. Les mots sont toujours inversés. À quel moment la stratégie russe reconnaît-elle que ce que dit le camp américain est un mensonge? Cela signifie l'inverse. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a dit quelque chose de très intéressant. Je cherche le texte. Said something very interesting. I'm looking around for the text. During the interview with NBC, Lors de l'entretien avec NBC, Lavrov a dû faire face à une correspondante de NBC qui n'écoutait pas ce qu'il avait à dire, et il a dû lui répéter, aussi poliment que possible, « Écoutez ce que je dis ». Il a déclaré ce qui suit, ce qui est très intéressant. Elle lui a demandé, « Si vous êtes vraiment intéressé par la paix, pourquoi bombardez-vous massivement des civils en Ukraine et une usine américaine en Ukraine ?» Voici ce qu'il a répondu. Il s'agit d'une usine prétendument située à la frontière hongroise de l'Ukraine, donc à l'ouest. Lavrov a dit, « Si vous pensez que la présence de capitaux américains dans une entreprise qui sert à produire des armes pour tuer des Russes, et que vous croyez qu'il s'agisse de capitaux américains, hongrois ou de n'importe qui, cela donne l'impunité à ceux qui fabriquent des armes pour nous tuer, je ne le pense pas, déclare Lavrov. I don't think so, says Lavrov. I don't think this is fair. This is a kind of... Je ne pense pas que ce soit juste. C'est une forme, je dirais, d'impérialisme. J'écoute M. Lavrov depuis de nombreuses années. Je ne l'ai pas entendu dire impérialisme à un Américain depuis très longtemps, voire jamais. Maintenant, que veut-il dire? Il parle d'impérialisme, c'est-à-dire que si l'un d'entre eux, les États-Unis, les autres alliés de l'OTAN que nous venons de mentionner, l'Estonie et la mer Baltique, la Finlande et le golfe de Finlande, etc. Si les Britanniques en mer Noire, et ainsi de suite, si l'un d'entre eux pense qu'il est permis, qu'il est négociable, d'investir du capital, d'installer des usines, de placer des armes en Ukraine pour tuer des Russes à l'avenir, c'est une erreur. Mais Trump a utilisé un mot plus fort, impérialisme, d'accord? Cela montre qu'il y a une véritable compréhension, peu souvent évoquée dans TASS ou dans RIA Novosti, et certainement pas sur RT, que les Russes qui mènent cette guerre savent qu'il s'agit d'une guerre longue, pas d'une guerre courte, une guerre impérialiste contre la Russie. Et c'est la phase actuelle. Nous en avons déjà parlé, Nima. Et beaucoup de tes collègues, tout comme moi, sommes entièrement d'accord. Nous situons le début de la guerre impérialiste contre la Russie à des moments légèrement différents. Certains de nos collègues la font remonter à 491. Pour ma part, je la situe dans les années 1930. La tentative de détruire l'Union soviétique a toujours été la politique des États-Unis. C'est une guerre d'empire. Or, on ne peut pas combattre l'empire rapidement. Il n'y a pas de moment de rationnement où l'on utilise une arme capable de décapiter l'Empire. Ce n'est pas possible. C'est une illusion. Donc, pour revenir en arrière, si Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, explique très clairement à une chaîne américaine quels sont les objectifs russes, quelles sont les positions de négociation russes, qualifie la guerre d'impérialisme et avertit: ne pensez pas que vous pouvez obtenir des garanties de sécurité, le renforcement d'un appareil de défense, la création d'usines de drones pour tuer des Russes à l'avenir. Ne pensez pas que vous pourrez relancer la guerre plus tard sur la base d'un cessez-le-feu et d'une rencontre avec Zelensky maintenant. Impossible. D'accord.
Mais si c'est une guerre impérialiste, comment peut-elle prendre fin? If this is an imperialist war, how can there be an end to it? It's by the theory of La théorie de l'impérialisme est ancienne. L'Empire américain n'est pas sur le point de s'effondrer sous un Erechnik. Ce que la partie russe comprend alors, c'est qu'il faut négocier avec le présent. L'opportunité, c'est que Trump peut être amené à comprendre non pas qu'il peut gagner la guerre en Ukraine, mais qu'il peut être protégé contre le fait de la perdre. C'est un chapitre où lorsqu'il dit paix, il veut dire guerre. Lorsqu'il dit département de la défense, il s'apprête maintenant à le renommer département de la guerre. Il veut ne pas perdre cette guerre. Ce serait politiquement désastreux pour lui, aussi bien psychologiquement que politiquement. as well as politically. For the time being, he can run with this. Pour l'instant, il peut continuer avec cette pseudo-politique de paix, et cela ne change pratiquement rien dans ses sondages. Cela ne lui fait pas gagner de voix. Cela ne lui en fait pas perdre non plus. Mais s'il perdait l'Ukraine, ce serait grave. Alors il a trouvé une formule astucieuse. En matière d'empire, ce n'est rien d'original. Les Romains l'ont fait. Les Grecs l'ont fait. Ce n'est rien de nouveau. Les Byzantins l'ont fait. Tout le monde a essayé. Vous faites payer ceux que vous protégez pour les protéger. C'est du racket, de l'extorsion. C'est criminel. Cela implique la corruption et la force pour obliger vos amis à vous payer afin de les protéger contre vous. Pay you to protect them from you. Okay? It's a shakedown. And Trump has simply brought. C'est une extorsion. Et Trump a simplement mis en place, avec des gens comme Ditkoff, Lutnick, Besant et toute leur famille en arrière-plan, la plus grande extorsion de plusieurs milliards de dollars jamais tentée, rien qu'en termes de montant. D'abord, la corruption. Ensuite, la fraude. Divers types de chantage. Voilà comment ils procèdent. Ils se moquent de gagner ou de perdre la guerre. Ils paieront donc les Ukrainiens via les Allemands et les Européens pour que la guerre continue. Pour revenir à votre dernière question, il s'agit d'attaques destinées à démontrer une capacité à mener une guerre sur le long terme, ce qui enrichira la famille Trump et ses associés, permettra de prolonger la guerre et sera qualifié de paix sans que cela ne soit une défaite pour les Russes. Without it being a defeat of the Russians. Now, as Lavrov said, Maintenant, comme l'a dit Lavrov, comment combattons-nous cela? Il n'a pas dit à NBC comment on s'y prend, mais la question se pose. Peut-on y répondre en tirant un Iskander ou plusieurs Iskander? Eh bien, c'est une arme de décapitation. C'est une arme très inhabituelle. Elle devrait dissuader les Allemands, tous ceux qui sont à portée, certainement les Finlandais, les Estoniens, les Lettons, les Allemands, et ainsi de suite. Si cela ne les dissuade pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'utiliser maintenant. Deuxièmement, toutes les cibles qui font partie de la machine de guerre ukraino-américaine, la fabrication de drones, etc., peuvent être frappées et détruites par les armes russes existantes, qui sont moins coûteuses. Et c'est ce qui est utilisé. Donc la question de la décapitation ne se pose pas encore. the issue of decapitation doesn't arise yet. John, I don't know if you saw the article in Politico which said John, je ne sais pas si tu as vu l'article dans Politico qui dit que 5 guerres sont ce que craignent les experts. Et il parle du fait que, dans les 5 prochaines années, il pourrait y avoir 5 guerres. Et l'une d'elles, c'est la Russie contre l'OTAN dans les pays baltes. Oui, c'est la première qu'il mentionne. Et quand tu regardes la liste, tu vois l'Inde contre le Pakistan, la Chine et Taïwan. L'Inde et la Chine, oui, bon, ça c'est n'importe quoi. La Corée du Nord et la Corée du Sud. D'une certaine manière, on sait que l'Inde a dit non aux États-Unis. Ils vont acheter du pétrole russe, de l'énergie russe. Ça ne les dérange pas. Mais quand il s'agit de ce genre de liste qu'ils préparent, penses-tu que nous allons avoir, je ne sais pas. Comment vois-tu Donald Trump et son administration dans ce tableau que Politico nous dresse? Est-ce que Donald Trump et son administration font partie de ce tableau? Parce qu'il me semble que l'establishment cherche une sorte de conflit, poursuit une sorte de conflit dans ces régions.
of conflict. He's after some sort of conflict in these regions. Well, that's true. I don't think. Eh bien, c'est vrai. Je ne connais absolument rien à Politico. Je le lis à peine. Personne n'a besoin de lire Politico pour comprendre ce que fait l'administration Trump. D'après ce que vous dites, ils ont omis la guerre Iran-Israël, n'est-ce pas? Ils ont omis la guerre israélo-arabe. Ils ont omis la guerre thaïlando-cambodgienne. De façon commode, ils ont laissé de côté toutes les soi-disant guerres pour lesquelles Trump se présente comme le faiseur de paix afin de prétendre au prix Nobel de la paix. Disons-le ainsi, quand les empires s'affrontent, il y a beaucoup de petites guerres en périphérie, parce que la grande, coûteuse, peut désormais, avec les armes nucléaires, détruire tout le monde. Can now, with nuclear armaments, destroy everybody. So you have proxy wars. Vous avez donc des guerres par procuration et des guerres de plateforme géographiquement limitées, ce qui correspond à la situation actuelle en Europe contre la Russie. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Le conflit se déroule sur la plateforme ukrainienne. Pour l'instant, la stratégie de négociation de la Russie consiste à voir si elle peut créer une combinaison d'incitation et de mesures de dissuasion pour pousser les Américains à se retirer de cette plateforme avant que la partie russe ne la détruise en tant que plateforme de guerre active. Cela ne s'est pas encore produit. Cela se fait lentement. Quant à la guerre Iran-Israël, nous en avons parlé et nous savons que ce sont les Israéliens qui ont demandé le cessez-le-feu. C'est ceci à manquer de défense aérienne. Ils avaient besoin d'une combinaison d'argent, de ravitaillement, etc. Et ils avaient besoin de temps pour se reconstruire, tandis que l'Iran avait également besoin de temps pour se reconstruire et reconfigurer ses défenses, en coopération notamment avec la Russie. Nous avons aussi évoqué la manière dont cela pourrait déborder sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais cela ne s'arrête pas là. Que l'on se tourne vers les Balkans et que l'on observe la guerre qui est attisée, loin d'être une première, entre la Serbie et les Kosovars. Ensuite, on se rend en Extrême-Orient et on examine la pression exercée sur la Chine. Et n'oublions pas que, comme prélude à des combats terrestres ou à une guerre réelle, il y a la guerre économique. Et celle-ci est très active. Entre, comme vous l'avez dit, nous avons une liste de guerres. Ce que nous pensons, c'est que le sous-secrétaire à la Défense pour la politique du Pentagone, Elbridge Colby, a, avec son associé, élaboré un système ou un enchaînement de guerres permettant aux États-Unis de tirer profit de chacune d'elles, une à la fois, sans dépasser leur capacité à combattre. Le principe est le suivant: gagner de l'argent aussi longtemps que possible, mais ne jamais montrer que nous pouvons perdre. Il faut donc organiser les guerres, selon la vision de Colby, en fonction de nos engagements. Ainsi, nous donnons toujours l'impression de gagner, car cela fait partie de notre système d'extorsion. On ne peut pas racketter des gens qui n'ont plus peur de vous. Si une combinaison de défense antiaérienne russe, indienne, chinoise, iranienne et yéménite prouvait qu'elle est bien plus performante et moins chère que le soi-disant système Patriot, sur lequel comptent Israël et les États-Unis, et que Trump ne cesse de vanter, qui voudrait encore l'acheter. Un empire ne peut extorquer les gens que par la peur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour l'instant, Trump semble penser et être convaincu qu'il réussit dans cette extorsion. Et ses complices dans l'extorsion, ses collecteurs, ses consiglieries, pour parler en termes de mafia, Vitkov, Lutnick et Bézan. Ces personnes ont été très occupées à collecter, et ils mentent effrontément sur leur succès. Mais c'est ce que fait un collecteur de pots de vin. Il dit « Nous avons obtenu de grandes concessions de Poutine. Nous n'avons pas échoué. Nous n'avons pas perdu. Nous ne sommes pas en train de perdre cette guerre. Nous sommes en train de gagner. » Eh bien, ce qu'ils veulent dire, c'est que leur portefeuille s'enrichit. John,
John, J.D. Vance, a déclaré dans sa dernière interview qu'il pense que la guerre en Ukraine va se poursuivre pendant au moins les 6 prochains mois. Mais penses-tu que nous allons connaître de nouveaux conflits dans les pays baltes? Je ne parle pas de la situation actuelle, d'une sorte d'escalade qui se produirait alors que le conflit en Ukraine est toujours en cours. Ce serait une escalade d'un genre que nous n'avons jamais vu auparavant. Est-ce que nous nous dirigeons vers ce moment? Are we heading toward that moment? No, I think that we've had an escalation. After all, Non, je pense que nous avons déjà assisté à une escalade. Après tout, l'attaque contre le gazoduc Nord Stream était une opération conjointe de l'OTAN et de l'Ukraine. Et le fait que les procureurs allemands poursuivent des Ukrainiens présentés comme les coupables est en partie une diversion et en partie vrai. Le seul perdant dans cette nouvelle forme de fabrication allemande est Seymour Hersh, qui a fait une fortune considérable en racontant une version différente. La Baltique est une zone de guerre active du point de vue polonais, allemand, finlandais et de l'OTAN. Ils s'entraînent constamment avec des scénarios agressifs. Et vous et vos collègues avez fait référence à ces déclarations d'un général américain, dont j'ai oublié le nom, suggérant que l'un des scénarios serait de neutraliser Kaliningrad, si je ne me trompe pas. Ce genre de discours agressif, associé à l'exercice constant d'intentions agressives, ainsi qu'au déploiement de troupes allemandes et d'autres nationalités en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, et à l'engagement accru de l'OTAN à armer ces États, signifie qu'il y a passage à l'action. Et oui, c'est une escalade. Et oui, la partie russe le perçoit. Et que serait-il raisonnable de faire? Je veux dire, je sais que beaucoup de gens veulent écouter ce podcast et repartir en se disant « Notre camp est en train de gagner et tout sera terminé dans quelques mois ». La guerre d'empire dépasse notre propre existence, d'accord? La guerre d'empire prend énormément de temps. Et les politiciens, nos dirigeants, même ceux en qui nous avons confiance, et il n'y en a pas beaucoup, disons-le, le comprennent et ne peuvent pas facilement demander à un pays de se sacrifier pour un avenir aussi lointain. La réaction normale serait de dire « Nous allons gérer ce conflit, nous allons régler ce conflit ». Et, du point de vue russe, il subsiste toujours cette conviction sous-jacente que Trump peut être dissuadé de perdre. Et s'il comprend, on peut lui accorder quelques victoires médiatiques en échange de concessions. Maintenant, regardez, en quoi la vision russe diffère-t-elle de celle de l'Occident? Nous venons de voir le président coréen. Comment s'appelle-t-il? Yoon Suk-yeol a justement été à la Maison-Blanche cette semaine. C'était un exercice remarquable de corruption. Je veux dire, le voilà. C'est un président relativement nouveau qui fait face à une menace d'extorsion à la Trump dans un tweet juste avant son arrivée. Et qu'annonce-t-il? J'ai les documents ici. Je suis en train de les chercher. Il annonce un achat de 30 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, de Korean Air à Boeing. D'accord. Commission normale du genre Vitkov, du genre Lutnik, 3%. Monsieur, 3% sur 30 milliards, ça fait 1 milliard, si mon calcul est bon. C'est une sacrée somme que les Coréens viennent de débourser pour les Américains. Et tout ça pour que Trump soit content de ne pas perdre. Donc, si les Coréens peuvent le faire, pourquoi pas tout le monde? Eh bien, la réponse, c'est que les Russes peuvent le faire, mais pas les Canadiens. Mark Carney, le Premier ministre, qui a mené une campagne électorale, gagné un parti, remporté une élection, pris le pouvoir au Canada et qui se bat pour la souveraineté canadienne contre Trump, cède sur chaque question. Cet homme est un menteur. Cet homme prouve que certains États vassaux n'apprennent pas la leçon coréenne. D'accord. Avec quoi Carney peut-il soudoyer les États-Unis? What can Carney bribe the United States with? He drops retaliatory tariffs. Il abandonne les tarifs de rétorsion et les Canadiens sont remboursés par Trump, qui déclare « J'aime bien Monsieur Carney ».
Il ne s'agit en réalité que de manifestations très limitées de différents pays adoptant des positions différentes sur la manière de faire face au chantage et à l'extorsion à la Trump. Si je réponds à la question, chacun de ces États baltes fera la même chose, avec plus ou moins de succès. Est-ce que cela change la stratégie russe? Non, pas vraiment, car nous avons entendu Lavrov. Nous faisons face à l'Empire, dit-il. Si vous pensez pouvoir installer une usine ou une base de drones ukrainiens sur une côte finlandaise ou estonienne, puis les lancer contre nous, nous viendrons vous chercher. Tôt ou tard, nous vous frapperons. Et votre protection de l'article 5 de l'OTAN ne sera pas là quand nous le ferons. Mais on ne peut pas dire ça. Je veux dire, c'est facile dans un podcast, nous on le dit. L'idée n'a pas besoin de vous dire. Donald Trump was talking about denuclearization. Donald Trump parlait de dénucléarisation et d'impliquer la Russie et la Chine. Je ne sais pas, dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, si les États-Unis seraient même capables d'aborder ces sujets. Ils sont littéralement en conflit avec la Chine, l'Inde, le Brésil, vous les nommez, tout le monde. Et ils mènent une guerre contre la Russie en Ukraine. Et lui, il parle de dénucléarisation. Penses-tu qu'il se prépare, qu'il veut faire quelque chose pour se préparer à ce moment-là afin d'en parler? Ou est-ce qu'il lance simplement une idée dont il se fiche? Avant de passer à ta réponse, voici ce qu'a dit Donald Trump. Before going to your response, here is what Donald Trump said. Okay. Ce que j'essaie de faire avec la Russie et avec la Chine, c'est la dénucléarisation. Et c'est très important. L'une des choses dont j'ai discuté avec le président Poutine l'autre jour, c'était pas seulement cela. Il y avait aussi d'autres sujets. Et je pense que la dénucléarisation est un objectif très important. Mais la Russie est prête à le faire. Et je pense que la Chine sera également prête à le faire. Nous ne pouvons pas laisser les armes nucléaires se proliférer. Nous devons arrêter les armes nucléaires. Leur puissance est trop grande. Puis-je clarifier? Est-ce bien ce qu'il a dit lors de la réunion avec le président sud-coréen? Oui, D'accord. Écoutez, j'espère que tout le monde peut voir de quoi cet homme est capable et de quoi il n'est pas capable. Il a compris cela. Écoutez, devons-nous vraiment nous souvenir avec autant de précision? Il y a quelques semaines, il avait cessé le feu en tête. Cessé le feu. Puis après l'Alaska, il en est venu à la notion de garantie de sécurité et d'un accord de paix, mieux qu'un cessez-le-feu. Un accord de paix avec des garanties de sécurité. D'accord? Il a retenu cette expression. Ensuite, il a rencontré Merz, qui répétait sans cesse « cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu ». Et Zelensky qui insistait « il faut que tu me rencontres, Poutine doit me rencontrer ». Alors Trump dit qu'il doit y avoir une rencontre entre Poutine et Zelensky, et peut-être qu'il viendra s'ils veulent de lui, parce qu'il est nécessaire. Donc il a ça en tête. Cet homme est capable de ne prononcer qu'une phrase, un slogan à la fois. Ce qu'il voulait dire lors de la rencontre avec le président sud-coréen, c'était la dénucléarisation de la Corée du Nord. C'est tout. Il ne parle pas de la dénucléarisation des forces américaines au Japon, en Corée du Sud et autour de la Chine. Et il n'est pas vraiment prêt pour des discussions sur le désarmement nucléaire d'ordre stratégique avec la Chine et la Russie. Il n'y a rien sur la table. Revenons en arrière. Je veux dire, cet homme a un slogan simple. Et il a dit, revenons à ce que Lavrov a déclaré à NBC. Vous dites, il a dit, vous voulez que le président Poutine rencontre M. Zelensky, le dirigeant de facto du régime. Très bien, nous avons dit, c'est formidable, nous le ferons. Mais il y a deux réserves. Premièrement, il faut que nous ayons une compréhension claire de ce sur quoi nous allons nous mettre d'accord. Nous savons que M. Zelensky est un bon acteur. Nous savons qu'il aime le théâtre. Il peut sauter partout avec divers organes sur des pianos. Mais il faut que nous nous préparions. Donc Lavrov nous rappelle qu'à la dernière session d'Istanbul,
il avait été convenu qu'il y aurait 3 groupes de travail. Lavrov l'a répété à Rubio. Militaire, diplomatique, humanitaire. Et avant-hier, il l'a rappelé à NBC. Pas que cette femme soit capable de s'en souvenir, qu'il n'y a eu aucun accord sur des groupes de travail pour finaliser les termes de l'accord que les 2 présidents pourraient avoir. Donc rien n'avance de ce côté-là. Qu'en est-il alors de la Corée? Eh bien, laissez-moi vous lire ce qu'a déclaré la responsable politique asiatique, la plus sérieuse, la plus claire, venant de la RPDC, la Corée du Nord. Il s'agit de Kim Yo-jong, c'est la sœur du dirigeant nord-coréen. C'est elle qui exprime la politique coréenne de la manière la plus ferme et la plus claire. Elle a dit « Je suis désolé, Kim Yo-jong. Oui, Kim Yo-jong est la sœur. Kim Jong-un est son frère. » Elle déclare « Lee Jae-myung n'est pas le genre d'homme qui changera le cours de l'histoire. » Elle a qualifié la Corée du Sud de fidèle chien de Washington, accusé Lee de tenir des propos incohérents et affirmé que son gouvernement maintient, je cite, « une nature de confrontation nauséabonde enveloppée dans un emballage de paix. » Nature swathed in a wrapper of peace. Now, she didn't say that about Trump. Elle n'a pas dit cela à propos de Trump, mais le sens s'applique. Le slogan de dénucléarisation que vous avez entendu Trump prononcer devant le président sud-coréen est le slogan qu'il a intégré comme base pour instaurer la paix, selon lui, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une nature foncièrement conflictuelle, enveloppée dans un emballage de paix. Eh bien, cela résume à peu près tout. Qui parmi notre public n'est pas d'accord pour dire que cela décrit tout ce que Trump propose sur tous ces fronts de guerre? Est-ce que quelqu'un ici pense qu'il ne s'agit pas d'une confrontation nauséabonde déguisée en paix? John, do you think that Donald Trump... John, penses-tu que Donald Trump, tu as dit que le mot « cessez-le-feu » avait en quelque sorte disparu de la rhétorique du président américain et de son administration. Qu'en est-il de la rencontre avec Zelensky? Qui est Zelensky? Penses-tu que nous avons vu la réaction du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov? Il a dit qu'il considérait Zelensky comme le président de facto de l'Ukraine. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais il a posé une sorte de précondition avant d'aller à cette rencontre. Oui. Je crois qu'aucune de ces conditions ne serait acceptée par Zelensky et par ceux qui le soutiennent. Je suis d'accord avec toi. Oui. Il semble que... Cela signifie-t-il que la rencontre n'aura jamais lieu et que Donald Trump ne peut rien y faire parce que Zelensky pousse dans ce sens, que les Européens soutiennent Zelensky et que la Russie n'est pas intéressée? Je ne sais pas. Donald Trump va-t-il renoncer à ce qu'il demandait? Is Donald Trump going to give up on what he was asking for? Eh bien, je pense que vous l'avez parfaitement bien résumé. La vraie question est qu'il y avait un cessez-le-feu comme déclencheur. Les Européens et Zelensky s'attendaient à ce que la Russie refuse, pour des raisons assez évidentes. Et ils ont dit « Nous ne pouvons discuter qu'en vue de préparer un accord sur les conditions. Il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu sans accord sur un règlement de paix. Sinon, les cessez-le-feu, même Trump a compris ce message. Donc, le déclencheur qui a été créé pour prolonger la guerre, tout en donnant l'impression que Poutine en est responsable, c'était le cessez-le-feu. C'est terminé, même si Merz a continué à essayer lundi dernier. Maintenant, l'idée d'une rencontre avec Zelensky a été acceptée par Poutine, à condition qu'elle soit préparée. Mais il n'y a aucun signe de préparation, ni même d'accord sur une préparation. Ce qui nous ramène à la question des conditions. Les 22 conditions sur lesquelles le général Kellogg s'est entendu avec les États européens et les 33 points sur lesquels la partie russe s'est mise d'accord à Istanbul ou qu'elle a proposé. Ensuite, ils ont été décomposés, raccourcis, simplifiés et mis dans un certain ordre. Tout cela fait que le dispositif de sécurité ne déclenche plus rien.
On en arrive donc à la question que vous avez posée. Que veut dire J.D. Vance par une guerre qui se poursuit pendant 6 mois et qu'a-t-il l'intention de faire si elle continue? Eh bien, nous avons entendu Trump dire « Écoutez, 2 ou 3 semaines par-ci, 2 ou 3 semaines par-là, puis on devient sérieux. » Cela nous ramène aux menaces de sanctions écrasantes, dignes de l'âge de pierre, de Lindsey Graham contre la Chine, l'Inde, les États-Unis. And so on and so on. I'm not at loss for words. I'm simply. Je ne manque pas de mots. They are lost. Je dis simplement, eux sont à court de mots. Ils répètent sans cesse les mêmes formules pour que la guerre continue, afin que personne ne soit perçu comme ayant perdu la guerre, et que ceux qui la dirigent continuent d'en tirer profit. Ceux qui perdent la guerre, ce sont les Ukrainiens qui perdent la vie, les Russes qui perdent la vie. Ce sont eux les perdants de cette guerre. Mais les lignes rouges ne sont même plus crédibles. Sie wollen mentor notre problème. But let's go back to another problem. And that's why we're here making a podcast. C'est pourquoi nous sommes ici à faire un podcast. Nous pensons que les preuves montrent que la Russie a gagné la guerre, que la plateforme ukrainienne a été détruite en tant que base future pour attaquer la Russie, que la Russie a finalement, après le coup d'État de 2014, après la guerre civile en Ukraine qui a coûté la vie à plus de 18 000 habitants du Donbass, et ainsi de suite. Après tout cela, la Russie a finalement, en utilisant la formule d'une opération militaire spéciale, détruit cette capacité. Ce faisant, elle a démontré qu'elle pouvait détruire n'importe quelle arme que les États-Unis et l'OTAN peuvent déployer. D'accord? Voilà où nous pensons en être arrivés. Mais l'autre camp dit chaque jour à ses électeurs qu'ils sont en train de gagner la guerre. Et c'est là que nous sommes intervenus, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés avec une attaque de drone à Saratov et une attaque de drone Novatek à Ust-Luga. L'autre camp ne cesse de dire « Nous avons un atout décisif. Les Ukrainiens peuvent construire leur Flamingo. » Et du côté russe, on répond, et c'est une source qui me l'a dit, que ces malins de Hockley ont réussi à fabriquer l'agrégat 4, qui était la fusée à longue portée F-2 d'Hitler. Les Russes éprouvent du mépris, un mépris sérieux et professionnel, pour ce que les Ukrainiens appellent leur Flamingo, leur drone d'attaque de 2000 km. Ainsi, le camp russe est confiant dans sa capacité à maintenir le contrôle de l'escalade, mais il ne peut pas gagner une guerre de propagande. Nous en sommes donc là, à essayer de gérer le fait que l'autre camp affirme « Nous sommes en train de gagner » et que nous répondons « Vous êtes en train de perdre ». Les faits sur le terrain le montrent. L'autre camp affirme qu'il y a de nouveaux faits sur le terrain. Ensuite, l'autre camp affirme que le président Trump va vraiment exercer la pression finale sur Poutine pour le forcer à faire des concessions. Et ainsi de suite. Encore et encore. Cela ne rend pas les podcasts plus agréables. Cela ne rend pas les auditeurs plus heureux. C'est simplement une façon pour nous de dire que les mots signifient le contraire des faits. Et le contraire des faits n'est pas politiquement unanime dans les pays de l'OTAN, qui ne croient pas que le Novichok est une arme chimique russe maléfique qui a été utilisée contre le pauvre Navalny, le pauvre Skripal et la pauvre Dawn Sturgess en Angleterre. Qui ne croient pas cela? Eh bien, nous sommes une douzaine à avoir passé toutes ces années à prouver que cela ne s'est pas produit. Mais nous ne comptons pas. Le mot Novichok signifie Poutine tue. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un échec politique pour la Russie, ni pour la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ni pour l'alliance avec l'Iran et la RPDC. Ce n'est pas notre échec si le monde ne nous croit pas. C'est que le monde ne compte pas. Il ne peut plus imposer sa guerre. C'est ce que montre la guerre russe. Même les Houthis montrent qu'ils peuvent détruire 2 ports majeurs en Israël, Ashkelon et Eilat. Oui, ils ne touchent pas l'aéroport Ben Gurion à chaque lancement. Peut-être qu'ils font un trou facile à réparer.
maybe they make a hole that's easy to repair. But even a tiny group of Arabs like that, Mais même un tout petit groupe d'Arabes, comme ceux du Yémen, soumis à une immense attaque britannique, américaine et israélienne, peut infliger à l'ennemi des dégâts d'une ampleur bien au-delà de ce que quiconque pourrait imaginer. Très bien. La guerre de propagande est remportée des deux côtés, mais cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est la force. Ce qui compte, c'est l'argent. Et tôt ou tard, l'alliance de la Russie, de la Chine et de l'Inde pourra démontrer que ce chantage n'est qu'une opération de corruption à très court terme, importante selon les critères américains, mais pas plus efficace que l'utilisation par Biden de la corruption, des armes, etc. sur la scène internationale. J'essaie donc de dire quelque chose qui pourrait être raisonnablement optimiste pour notre public, tout en acceptant que quoi que nous disions, l'autre camp en fera l'inverse. whatever we say, the other side will turn into reverse. John, I think something when you talk John, je pense que lorsque tu parles de dénucléarisation, cela concerne ce qui se passe en Corée du Nord. Je pense que la Russie ne serait pas d'accord avec Donald Trump pour intervenir en Corée du Nord, car la Corée du Nord représente, d'une certaine manière, une forme d'équilibre pour la Russie. La Russie s'oppose aux États-Unis, la Corée du Nord s'oppose à l'Europe. C'est une sorte d'équilibre en matière d'armes nucléaires. Tu vois ce que je veux dire? La Russie a intégré la Corée du Nord pour avoir un État doté de l'arme nucléaire dans le cadre d'un accord stratégique entre les deux pays. C'est très important pour la Russie, pour l'avenir de cette région. Et quand Donald Trump parle de dénucléarisation, il ne parle pas du tout des Européens. Il parle des États-Unis avec la Russie. À ma connaissance, nous n'avons rien entendu de Vladimir Poutine à propos de la dénucléarisation. Aucune discussion qui aurait pu avoir lieu au cours des 6 derniers mois, nous n'en avons rien entendu. Il n'y a eu absolument non. Oui. Et il soutient d'une certaine manière que Poutine a accepté cela. Penses-tu que comment la Russie verrait-elle les choses si Donald Trump allait dans cette direction, vers Kim Jong-un, pour parler des armes nucléaires? Pardon me. It seems to me- Excusez-moi. Il me semble que la politique russe de longue date consiste à s'inquiéter des conflits nucléaires à ses frontières, car la radiation traverse la ligne, n'est-ce pas? La Russie n'a jamais été satisfaite de la prolifération des armes nucléaires en Inde et au Pakistan. Elle n'est pas non plus satisfaite de la prolifération des armes nucléaires israéliennes à proximité de l'Iran. Elle adopte donc aujourd'hui une position plus protectrice envers l'Iran qu'auparavant, estimant qu'il pourrait y avoir une base pour maintenir un programme nucléaire iranien sans armes nucléaires. C'est la position de Poutine, et nous pouvons en débattre, mais ce n'est peut-être pas le moment. En ce qui concerne les Nord-Coréens, ils ont franchi une étape. Une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, ils disposent également de systèmes de livraison, des systèmes à très longue portée. Ils peuvent désormais atteindre les États-Unis. Et ils peuvent certainement cibler le Japon si le Japon devient encore plus une plateforme de combat, comme l'administration Trump cherche à le faire, et si la Corée du Sud continue d'être une plateforme de combat. Gardons à l'esprit ce que Trump menace déjà de faire. Il veut acheter le territoire des bases américaines situées sur le sol sud-coréen. C'est pourquoi les Nord-Coréens ont déclaré, pourquoi Kim Yo-jong a dit, qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la corruption de M. Lee. Il fait toujours face à une expansion de la plateforme sud-coréenne. Donc, du point de vue russe, la dénucléarisation ne peut être qu'indivisible. Tout le monde, ou personne du tout. Everybody or nobody at all. Everybody in each of these balances you just mentioned. Chacun, dans chacun de ces équilibres que tu viens de mentionner, Nima, doit agir envers les autres afin d'assurer une sécurité mutuelle. Je ne pense pas expliquer quelque chose de très compliqué ici. Donc, dans la mesure où les Américains
n'ont absolument aucune intention de parvenir à un véritable accord entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, la dénucléarisation n'est qu'un nouveau slogan dans la tête de Trump. Par conséquent, l'attitude russe n'est pas d'insulter Trump, ni de dire quoi que ce soit comme ce que je dis, ni de montrer, entre guillemets, un manque de respect envers Trump. Au contraire, il s'agit de soutenir l'idée qui doit être poussée dans la direction de la crainte de perdre une nouvelle guerre. Et s'il veut s'attribuer le mérite d'une fausse paix entre la Thaïlande et le Cambodge ou le Congo et le Rwanda, qu'il le fasse, car c'est factice. And Rwanda, let him, because it's fake. What's not fake is the conflict between. Ce qui n'est pas faux, c'est le conflit entre une puissance nucléaire comme Israël et l'Iran, ainsi que tous les autres dont nous parlons. J'exhorte donc chacun d'entre nous à ne pas tourner en rond ou à accepter que les mots aient perdu leur sens. Et le président, qui la plupart du temps ne comprend pas le sens des mots qu'il utilise, si vous ajoutez à cela quelques criminels accomplis, des maîtres chanteurs comme Stephen Witkoff et Howard Lutnick, ce sont des maîtres chanteurs, ce sont des preneurs de pots de vin, et par conséquent, ils mentent effrontément. La question est de savoir si vous les corrompez. Je m'éloigne un peu de votre question. Supposons que vous les corrompiez. C'est ce que le Pakistan a fait. Suppose you bribe them, which is what Pakistan's done. And that's the job of Kirill Dmitriev. Et c'est le travail de Kirill Dmitriev, l'émissaire spécial pour les relations économiques des États-Unis. Son rôle est de distribuer des pots de vin, tout comme le président sud-coréen vient d'en distribuer un via Boeing. Le camp russe a proposé quelque chose de similaire. Le problème avec les Américains, et c'est un problème sérieux, c'est qu'ils acceptent le pot de vin, mais ensuite ils ne tiennent pas leurs promesses. Le camp russe savait cela à propos de Hillary Clinton. J'ai déjà raconté cette histoire ici, où elle a accepté un pot de vin de plusieurs millions pour s'assurer que GM vende Opel à une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Elle a pris l'argent, puis s'est rétractée. Il existe donc une méthode particulière de prise de pot de vin en Russie qui garantit que l'autre partie tienne ses engagements. Et il ne s'agit pas seulement de l'argent, c'est la peur. Je ne vais pas entrer dans les détails sur la méthode russe de versement de pots de vin et de garantie que l'autre partie tienne ses engagements, car les Russes ont fondamentalement compris. On peut soudoyer les Américains, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Alors, comment faire pour qu'ils tiennent parole maintenant? Si les Coréens disent qu'ils construiront plus de navires, qu'ils achèteront plus d'avions, que Hyundai investira plusieurs centaines de millions de dollars aux États-Unis, ils vont mettre leur argent entre les mains des Américains et espérer que tout se passe bien. Eh bien, je ne pense pas que les Chinois, les Indiens et les Russes soient en position de dire « nous espérons que tout ira bien », car espérer que tout ira bien n'est pas une stratégie à adopter face à un empire en guerre. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais nous avons commencé avec cette idée que Trump a évoquée lors de sa rencontre avec le président de la Corée à propos de renommer le Pentagone. Pourquoi est-ce important? Pourquoi cela compte-t-il? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. J'ai travaillé autrefois dans l'ancien bâtiment du bureau exécutif. C'était ce magnifique bâtiment du 19e siècle, de style gâteau de mariage, situé à côté de la Maison Blanche. C'était l'ancien département de la guerre. C'est là que l'Empire américain s'est initialement étendu par la guerre dans les Caraïbes et aux Philippines. Et il y a de magnifiques bureaux à chaque coin du bâtiment qui étaient âprement disputés par les responsables d'une nouvelle administration parce qu'ils sont si somptueux. Les plafonds sont hauts, les vues splendides. J'ai également visité l'ancien ministère de la Guerre à Londres. Le ministère de la Guerre à Londres, pardonnez-moi, est aujourd'hui le Royal Automobile Club. Le Royal Automobile Club sur Pall Mall est ou était
le ministère de la guerre, qui a mené par exemple la guerre des Boers contre les Britanniques. Bien sûr, ce sont de magnifiques bâtiments, croyez-moi. Quel rapport y a-t-il entre un beau bâtiment et un bureau du ministère de la guerre? Réponse. Les gens aiment la guerre. Ce sont des personnes qui veulent tirer profit de la guerre. Ils veulent décorer leur rideau d'or et profiter de la vue depuis leur coin. C'est ainsi, quand on appelle quelque chose le ministère de la guerre et non le ministère de la défense, on célèbre la guerre. Et les gens ne font pas cela. You are celebrating war. And people don't do that. I mean, boys and people who read. Je veux dire, les garçons et les gens qui lisent, les adolescents ou les petits-enfants qui jouent aux jeux vidéo peuvent célébrer une guerre de ce genre. Mais les vrais amateurs de guerre veulent gagner de l'argent et ils ne veulent pas mourir. Alors, il existe ces bâtiments appelés le ministère de la guerre. Eh bien, c'est un symbole qu'il faut prendre au sérieux quand Trump explique comment nous avons gagné la Première Guerre mondiale. Nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est une erreur d'appeler le Pentagone le département de la défense. C'est le département de la guerre. Pourquoi? Parce que nous allons gagner toutes les prochaines. Il faut comprendre que ces gens aiment la guerre et en tirent du plaisir. Il y a des fauteuils très confortables dans ces bureaux qu'ils veulent renommer. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir comme toujours. Thank you. Hermisinihi Nima.